expliquez-nous. Alors, je me dis, tout le monde est au courant, mais bref. Qui êtes-vous donc? Oui. Qui es-tu, Kéliane? Donc moi c'est Kéliane, et entre autres c'est moi qui ai fait la voix de Harry Potter durant les 8 films. Voilà. Et moi je l'ai connu et il avait presque ton âge, il venait faire la synchro à côté de moi, on le mettait sur un cube, il était plus petit que moi à l'époque. Bon, il n'a pas beaucoup grandi. Voilà, il n'est pas beaucoup différent. Voilà, Et toi, qui tu es, toi? Alors, moi, qui je suis? Alors, moi, pour faire plaisir au jeune homme qui est là, je suis Brigitte Lecordier et je fais donc du doublage, enfin, je suis comédienne et je fais du doublage. Et dans le doublage, j'ai fait beaucoup de dessins animés, genre Dragon Ball, des choses comme ça. Et je suis la voix de Oui, je suis la voix de plein de personnages qui vous ont fait grandir. Voilà. Et qui continue encore de faire grandir. Oui, et tant mieux, oui, on continue, oui, heureusement, et Kéliane et moi, on continue. On est ensemble en ce moment sur les mini-justiciers. Sur quel personnage? Lui, il fait gros loup, c'est le méchant, évidemment. Moi je fais les méchants. Je fais les méchants de justicier. Vous passez du gentil absolu Harry Potter au méchant. Absolument. Voilà. Et c'est ça qui est bien dans notre métier, c'est qu'on fait jamais les mêmes choses. Sinon, voilà. Alors après, t'avais entendu en méchant par contre. Ah, peut-être que t'as raté. Si tu vas voir l'épopée temporelle de Cyprien, je sais pas si vous l'avez vu, écoutez, il m'a écrit un petit personnage pas très sympathique, hein. Okay. Un petit fasciste, je crois que je suis le fils ou le petit-fils de Pétain, je crois. Oui, il a osé. Il m'a dit si tu veux, on met pas ton nom au générique. Oh, c'est gentil. Tu as soif? Tu ne bois pas devant les gens. Un petit peu normal. Merci. Oui, non, mais c'est vrai, après on a des tempéraments et c'est vrai que moi, je sais pas pourquoi, mais souvent on me met sur ou les petits intellos ou les gentils très gentils. Alors que c'est pas comme ça dans la vie, quoi. Et toi? Plutôt très méchante. Non, après oui, je pense qu'on nous met quand même sur des rôles où on nous voit parce que avec notre personnalité. Ouais, c'est ça. Mais clairement, oui, on est logiquement capable de faire n'importe quoi, et du plus gros méchant au plus gentil. Ouais, c'est ça. On doit pouvoir tout faire. Mais dans des jeux vidéo, d'ailleurs, j'ai fait des vilaines, hein, des fois. Mais c'est vrai que, a priori, on m'appelle pas en me disant tiens, t'es libre pour faire. Voilà. C'est dommage d'ailleurs. Mais on me dit tiens, tu vas faire le petit garçon, la femme là, et puis il y a une femme qui est méchante, là, tu vas la faire aussi. On a d'abord pensé à moi pour le petit garçon. Alors, pour ceux qui ignorent complètement le processus de doublage, est-ce que vous pouvez nous décrire dans quel cadre ça se passe exactement? Le principe de la post-synchro, la bande rythmo, voilà. Alors, comment ça se passe? En général, on a donc l'image qui défile devant nos yeux. On découvre la scène qu'on va doubler juste avant de la doubler, donc 30 secondes avant de la doubler. Donc on le voit une fois, deux fois, souvent qu'une fois parce qu'on n'a plus le temps. Et sous l'image, il y a ce qu'on appelle une bande rythmo. Une bande rythmo, c'est-à-dire là où est écrit le texte qui défile sous l'image, avec une barre dessus, verticale. Et quand le texte passe sur la barre, c'est à ce moment-là qu'il faut le dire. Et c'est comme ça qu'on a le rythme, en fait, un petit peu du doublage. Et puis voilà, on fait la scène. Il faut imaginer qu'on est dans une pièce où il fait noir, ou comme si c'était une salle de cinéma, hein, malgré tout. On est dans une petite salle de cinéma. Voilà, le film est projeté, normalement au moins dans un truc comme ça, de plus en plus sur des télés un peu grandes, malheureusement, parce que voilà, le numérique permet des choses qu'on n'avait pas avant, et du coup on travaille dans des conditions un peu moins faciles, un peu moins agréables que quand on a débuté. Voilà comment ça se passe. Vous n'avez pas plus de temps de préparation que ça par rapport? Non, sur les très grands films où on fait une projection avant, mais ça c'était avant. Sur les Harry Potter, sur les 8 films, il y en a un seul où ils l'ont projeté dans une cage, sur une télé qui n'était pas plus grande que ça. Et pour que, voilà, c'était l'avant-dernier.
Et c'est le seul film que j'ai vu avant de doubler. Donc les autres, c'était 30 secondes avant. Je découvrais la scène 30 secondes avant de la doubler. Vous avez 30 secondes pour rentrer dans le Oui, personnage, enfin, 30 secondes, le temps de la même scène, émotion quoi. que Et l'acteur. t'avais lu mais- les livres avant ou pas? J'ai lu les livres. Ah, Ouais. ouais. J'ai quand même lu les livres avant. J'ai lu les livres au moment où j'ai appris que j'allais doubler Harry Potter. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est sympa. Ah, non, même pas. J'ai lu les livres juste après avoir passé le casting pour Harry Potter, Ouais, c'est avant ça. de savoir d'être pris, que j'étais pris. Et entre deux, il n'y en avait que 3 ou 4, 3 je crois à l'époque. Et donc ouais, voilà, je les ai dévorés et il fallait absolument que je sois pris et j'ai eu la chance. Ouais. Après, on ne sait pas pourquoi on est pris plus qu'un autre. Ah, c'est des... sur une production, on t'appelle pour faire des essais, on est 3-4, des fois on est beaucoup plus. De plus en plus, on est plus parce que les chaînes n'arrivent pas à se décider, les distributeurs non plus, puis maintenant de plus en plus. Et il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis. Avant, c'était juste nos patrons de doublage, ce qu'on appelle les doubleurs. Et puis maintenant, il y a les chaînes, il y a les distributeurs, il y a les gens de moi. Enfin, et du coup, personne n'est d'accord avec personne, donc on fait des essais, qui parfois, pour revenir au début d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé souvent. Oui, nous après on maîtrise plus du tout à ce niveau-là, mais c'est vrai que pour la petite anecdote, là j'ai fait un casting pour une nouvelle série et tout a été décalé parce que ils se sont toujours pas décidés plus d'1 mois et demi après le casting. Ils savent toujours pas. Donc les dates qu'on m'avait réservées pour doubler cette série au cas où c'était moi qui était choisi, ont été annulées, mais pas parce que j'ai pas été pris, parce que ils se sont toujours pas décidés. Voilà. Ouais, voilà. Et du coup, comment est-ce que vous êtes tombé dans cette aventure-là, dans ce métier? Moi, je suis tombée par hasard, je sais pas toi, Kéliane, mais en fait, on est tous comédiens au départ, donc on joue au théâtre, on fait des pubs, on fait plein de choses. Et moi, on m'avait vu jouer au théâtre, je jouais des enfants, parce que je suis pas très grande, je sais pas si vous avez remarqué. Et donc, je jouais Louison dans Le Malade Imaginaire, une petite fille. Et à ce moment-là, on avait besoin d'une petite fille pour faire une pub qui était un peu difficile. C'était les 10 ans de l'invasion russe en Afghanistan. Donc il y a une petite fille qui arrive avec un gâteau d'anniversaire et le gâteau chancelait et il y avait les bruits des bottes derrière et puis une mitraillette. Bon, c'était moyen pour faire ça à des enfants. Ils avaient essayé tout de même. Et puis finalement, par hasard, il y a quelqu'un qui est venu me voir jouer au théâtre et qui fait « Ah, mais elle est trop bien, cette petite fille !» Et finalement, ils ont vu qu'en descendant de scène, j'étais pas une petite fille. Et puis, j'ai commencé petite fille et puis très vite, on m'a pris pour faire les petits garçons. Et j'ai du mal à pas faire de petits garçons, hein, parce qu'en général, quand il y a un petit garçon qui arrive, c'est moi, mais petite fille, moi. Et toi, alors, toi, t'es tombée dedans quand t'étais petit? Moi, je suis tombé vraiment, j'étais tout petit, enfin, j'avais 10 ans. Donc, après, c'est à peu près le même processus, c'est la troupe de théâtre de ma ville. Où j'ai eu la chance, ils sont venus chercher des jeunes enfants, en fait, à l'intérieur pour le doublage, dans ma troupe de théâtre de ville. Hein. C'était pas une grande troupe de théâtre, c'était vraiment la troupe de théâtre de quartier. Et ils sont venus, ils ont fait essayer à peu près tous les enfants. Et il se trouve que j'ai eu la chance de savoir bien lire, peut-être mieux que les autres, et m'en sortir tout de suite au niveau du doublage, parce que c'est aussi de la lecture. À 10 ans, c'est vraiment savoir lire. Et j'ai eu la chance de m'en sortir plutôt bien. Et du coup, à partir de là, c'est parti avec plein d'appels téléphoniques. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans les coulisses du doublage, pourquoi les gens avaient mon numéro, mais tout le monde voit, mais ça va très très vite quand on est enfant, ça va très 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 vite. Il n'y en a pas 40, hein, des enfants qui sont bien, qui vont vite, etc. Donc, effectivement, je les passe. C'est ça. Mais du coup, sans indiscrétion, Kéliane, lorsque tu as fait le premier Harry Potter, tu avais quel âge? J'avais entre 11 et 12 ans pour le premier, donc c'était 1 ou 2 ans après avoir commencé le doublage. C'est arrivé assez vite, hein, finalement. Donc, par chance, du coup, tu as pu grandir. J'ai suivi une personne qui a à peu près le même âge que moi, Daniel Radcliffe, qui joue Harry Potter, a à peu près le même âge que moi. Donc on a grandi en même temps et effectivement j'ai pu suivre du début à la fin le rôle. Ça c'est chouette, quand il y a une saga comme ça.
je sais que ça a déjà été fait dans plusieurs conventions. C'était donc, je crois, au TGS de novembre, donc il y a je crois 2 ans, où c'était Richard Dean Anderson qui avait pu rencontrer Patrick Givry. Vous avez déjà rencontré des acteurs que vous avez doublés? Oui. Sur les avant-premières, en fait, ils invitaient, qui étaient en France, les avant-premières françaises, ils invitaient des acteurs, j'allais dire américains, mais ils sont plus anglais. Et effectivement, on a rencontré toute l'équipe au fur et à mesure, et Daniel Radcliffe était là sur une des avant-premières, donc effectivement, il y a eu la rencontre, on s'est rencontrés, super sympa, et puis ça fait plaisir, voilà, c'est un peu terminer l'histoire de la rencontre. Vous avez fait des photos ensemble, j'espère? On a fait. Bien sûr qu'on a fait des photos. Et sa réaction, du coup, ça lui a fait quel effet de se rendre compte de la voix qu'il avait dans un autre pays, dans une autre langue? Alors, après, il y avait du monde autour pendant la rencontre, donc c'était un peu faire une des journalistes, tout ça. Donc lui, il était très content de voir, mais après, le film Harry Potter est doublé en, je sais pas, 6-7 langues peut-être, et peut-être un peu moins, mais... Et donc, du coup, lui, c'est une voix de plus, je pense, pour lui. C'est juste une voix de plus. Mais pour moi, ça fait beaucoup. Pour moi, c'est l'acteur, c'était oui, ça doit être impressionnant. Une vraie rencontre. Moi, j'ai rencontré mon homologue japonaise, en fait, à Tokyo, qui fait Goku. Mais qui fait Goku, elle continue de faire Goku quand il est adulte. Donc, c'est un peu particulier. Moi, je souhaitais pas... Et un moment après l'adolescence, là, quand il commence à être grand, je trouvais que c'était un peu ridicule, ma voix sur un grand, quoi, avec des gros biscottos, etc. Et du coup, j'ai demandé à ce que quelqu'un d'autre fasse ma voix, et ça a été génial parce que du coup, Goku a eu un enfant qui était Gohan, et qu'il fallait faire. Voilà, moi j'ai bien tiré bonne pioche, quoi. Des fois. Et du coup, j'ai fait Gohan, et après, du coup, j'ai demandé la même chose pour quand il était grand. Ça a été Marc Lesser. Et puis après, il y a eu Goten, etc. C'est rigolo quand même, cette saga qui n'en a pas fini, quoi. Et là, dans Super, je vais faire Zeno. Et donc, Masako, elle continue jusqu'au bout. Et j'aurais bien aimé, ils m'ont invitée comme une princesse au Japon, mais vraiment, parce que pour eux, les voix, c'est tellement important. Que c'est des stars, mais vraiment comme nous, Catherine Deneuve, quoi. Pas en dessous, hein, peut-être même plus encore, parce qu'ils sont idolâtrés, quoi. Et moi, quand je leur racontais mon statut en France, ils ne comprenaient pas, ils disaient « Ah bon, mais on ne connaît pas votre nom, etc. » Mais non, mais il n'y a personne qui nous connaît, nous. C'était rigolo, quoi. Pour eux, c'était du... Ouais. Et puis, oui, c'est ça. Pour des Japonais, c'était du chinois. Mais voilà, et ils voyaient que je faisais tellement de dessins animés de chez eux, etc. Ils pensaient que j'avais le même statut qu'elle, quoi. Mais c'était très, très amical, très chouette. J'aimerais bien qu'on arrive un jour dans une convention à la faire venir en France. Mais elle est à un tel niveau de starisation que je pense que ça coûterait vraiment extrêmement cher. Il faudrait avoir des gros moyens. Et ça serait marrant, ça serait d'autant plus qu'elle a au moins 10 ou 15 ans de plus que moi, c'est pas plus. Et donc, il y a un moment, elle va fatiguer, quoi. Hein, voilà. Mais là, j'entends sur Dragon Ball S, elle a la pêche, quoi. Elle fait des caméas, waouh, ça décoiffe, quoi. C'est incroyable, hein. Elle a une énergie. À côté, je suis molle. Hein. Si. Hein. Non, d'accord. Non, c'est... voilà. Et donc, j'ai eu cette chance-là. Est-ce qu'il y a un rôle particulier qui, à ce jour, vous a plus marqué que d'autres? Pas forcément en termes d'affection, ou en termes d'affection, ou en termes d'expérience? Alors, évidemment, moi, Harry Potter, je peux pas le mettre de côté, c'est vraiment la base. Ça a duré 10 ans en plus de ma vie. J'ai commencé à 11-12 ans et j'ai fini à 21-22 ans. Donc, je peux pas le mettre à côté, mais s'il y a un rôle qui m'a vraiment marqué, c'est... Alors, je pourrais plus dire, c'était sur une série où j'ai dû doubler un jeune autiste, donc vraiment handicapé plus. Et c'est vraiment un rôle qui m'a ultra marqué parce que là j'ai dû me mettre dans la peau de
de quelqu'un qui ne réfléchit pas comme nous, au final, et qui a un tout autre univers et qui parlait même pas, c'était plus des bruits avec quelques mots de temps en temps. Et donc voilà, s'il y a un rôle qui m'a marqué, c'est celui-là, et un rôle à retenir, vraiment, voilà, Harry Potter, évidemment. Bah, moi, c'est pareil, hein. Ce qui m'a le plus... Tu te rends compte, ça fait 30 ans que je suis avec Oui Oui et Dragon Ball, quoi, ils sont beaucoup. C'est des rôles... voilà, ils m'ont transporté. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Voilà, tous ces salons n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu Dragon Ball, hein, je suis sûre. C'est Sans ça. doute pas, sans doute pas. Ouais. Quand moi j'ai commencé, que j'ai fait les essais sur Dragon Ball, sur Son Goku, en fait, je pense que personne ne savait où se trouvait le Japon en France. Personne ne parlait du Japon. Aujourd'hui, c'est une destination où tout le monde veut aller voir le Japon, etc. C'est dingue les choses comme elles ont bougé grâce à un dessin animé, quoi. Donc ça a fait tout ça. Ça a fait que je vous ai tous rencontrés, que j'ai voyagé partout. Je suis allée au Japon, je suis allée en Islande avec Oui Oui. C'est quand même dingue, quoi. Voilà, jamais tu penserais quand on est dans la petite cabine noire avec l'écran qui s'allume que ça va te mener là, quoi, voilà. Pourquoi je suis à Perpignan aujourd'hui? Parce qu'un jour j'ai fait des essais et qu'on m'a choisi. C'est quand même dingue. On se rappelle de la grande époque des Muppets où le casting était très 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 proche en termes de travail, en termes d'ambiance. Est-ce que c'est encore le cas lorsque vous travaillez sur des projets réguliers, où c'est toujours les mêmes voix sur une série, où donc les voix sont toujours les mêmes pendant un certain nombre de temps? Est-ce que vous avez est-ce qu'on vous laisse encore le temps de développer ce genre de relation avec vos partenaires? Ben, pas vraiment, non. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde économique et on travaille de plus en plus vite. On ne nous parle pas d'un film, on nous parle d'un produit. Quand tu veux faire un truc artistique, on te fait tu es vraiment chiant. Toi, tu passes pour un chieur parce que tu veux relire un truc où tu dis ah, je l'ai fait, mais je pourrais le faire autrement. Non, ça va. Ouais, il faut y aller, il faut toujours aller un peu plus vite. Je sais pas, ton sentiment, toi? Bah oui, en fait, j'ai eu de la chance pour Harry Potter d'avoir 2 semaines de doublage pour doubler les Harry Potter, ce qui est énorme. Quand je compare, par exemple, le film que j'ai fait après, Jungle, avec un film de Daniel Radcliffe, où j'ai mis 1 journée pour le doubler. Donc on compte sur un film où il y a un peu de budget, comme Harry Potter, 2 semaines de doublage, qu'on réduit à 1 jour, et c'est le rôle principal aussi, mais sur 1 jour de doublage pour faire un film. Et là on comprend qu'on n'a pas le temps de faire dans le détail, en fait, il faut aller vite. Et donc forcément il y a des scènes qu'on aimerait bien refaire, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il faut enchaîner. Et c'est dommage, c'est très dommage. Je trouve qu'on perd en qualité au niveau doublage de plus en plus. Et ça se ressent même sur les séries. J'ai déjà doublé des séries où je lisais même pas avant la scène. C'est-à-dire que j'arrivais, je me mettais à ce qu'on appelle à la barre, le micro, quoi, et on appuyait sur REC. Et c'est parti. On double la série. Sans voir rien, sans rien voir. Oui, on est prise, bah oui, bien sûr, il ne faut pas. Quand si tu on te t'a fait. trompes, on ne te rappelle pas parce que tu vas pas si vite. Alors moi je suis dyslexique, donc on m'appelle pas pour ce genre de choses parce que je suis une nullos en lecture papier. C'est très bien, ça me protège. Ouais, c'est un peu dommage, c'est un peu comme ça que le métier est en train de devenir, malheureusement. Ouais. En revanche, il reste des petits îlots, notamment moi dans le dessin animé, toi les mini-justiciers là qu'on fait, bon, là c'est un autre challenge parce que je fais que avec des enfants, il n'y a que lui qui est adulte. J'ai 21 membres sous mes ordres, c'est sympa, hein, mais c'est chaud quoi, c'est chaud, les plans de travail, c'est waouh. Mais bon, je m'amuse comme une petite folle, et puis je travaille chez les cartooneurs où je fais Martin Matin, vous devez connaître ça, Martin Matin, hein, tous les matins en se levant, il est quelqu'un d'autre. Et je fais son copain, gros mot, et j'ai toujours dirigé cette série depuis les années 80. Et là, c'est pareil, c'est des gens, c'est tranquille, on a le temps de faire, de refaire, de discuter, de dire non, on va pas le faire comme ça, ou alors c'est pas dans sa façon de parler, de dire ça, toi on a le temps de réfléchir et de refaire, voilà, ça c'est assez sympa. Et puis, tu prends un comédien parce que tu as envie
travailler avec lui, tu prends pas un comédien parce qu'il est libre le jour où tu enregistres. Ça aussi, c'est. Je sais pas si tu as vécu ça. Bah, mais... moi, après, je suis pas du côté direction, il n'y a pas tout ça, mais ouais, c'est vrai que. Mais ça, c'est pénible. Toi, tu te dis, pour ce tel rôle, il faudrait Benoît Alman, et on fait, mais il n'est pas libre. On peut pas changer de jour. Ah bah non, c'est tel jour. Alors tu prends quelqu'un d'autre. Et tu dis, c'est dommage parce que Benoît était vraiment très bien pour ce rôle. Enfin voilà. Et puis j'ai eu la chance, alors justement pour en parler, de mes petits Ninous, où j'ai fait, avec ma voix d'enfant, j'ai fait des canulars téléphoniques. Et du coup, je les ai enregistrés. Je me suis enfermée pendant 4 mois dans un studio, dans le noir. Et puis là, il n'y avait pas d'image. Et puis après, j'ai monté le son. Et puis en fait, il y a Canal+ qui a apprécié ce que j'ai fait et qui a demandé à un réalisateur de mettre une image sur la bande-son que j'avais faite des canulars. Et du coup, c'est devenu des petits films qui sont passés sur Canal+. Et je vous en ai apporté quelques-uns. Je voulais vous en montrer un là, puis on en verra un en se quittant. Et puis comme ça... Et c'est des vrais gens, hein. C'est une dame qui travaille dans une boîte d'intérim qui a pris le temps. Alors bon, c'est des petits... Quand je les appelle, ça dure des fois 45 minutes parce qu'il faut que j'ai la faim, quoi. Mais puis je les balade dans tous les sens, etc. Mais les gens ont été hyper bienveillants. Ça a été vraiment super, quoi. Une belle aventure. Il n'y a personne qui vous a reconnu? Personne. Non, parce qu'ils sont tellement dans leur contexte que ils sont tellement dans leur truc, c'est un môme et puis ils cherchent à l'aider à répondre à ses questions, et puis des fois ça les amuse, des fois ils sont embêtés pour moi suivant les contextes et tout ça, et ils essaient vraiment de répondre à mes questions, quoi. Et c'est bien parce que ça leur pose aussi des questions, quoi. C'est quoi l'argent, à quoi ça sert finalement, et le travail et tout, mais pourquoi il faut travailler pour avoir de l'argent, je les balade un peu et ça... C'est assez sympa. Voilà. À quel point est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Il y a combien de personnes en général s'arrêtent? Dans la rue? Je connais cette voix. Ouais, c'est rare. Enfin, ça m'arrive toujours dans des moments incroyables. Je suis passée pour prendre l'avion et il me manquait, je sais pas quoi, un papier ou je sais pas quoi. Et je fais... je sais plus ce que je disais. J'ai dit une phrase et le mec il fait « Ah, c'est la voix de... » Alors je dis « Si vous trouvez Alors du coup je me faisais fouiller pendant ce temps-là. Tu sais, c'était le policier, quoi. Puis la fille qui me fouille, elle fait « C'est oui. » Et le mec il fait « Non, mais c'est pas ça que je cherche, c'est pas ça que je cherche. » Je dis « Mais elle a quand même gagné, quoi. » Ah bon? Alors après je suis partie, puis je lui dis « Son Goku ?» Il me fait « Oui, c'est ça. » Mais bon, c'est rare quand même. Mais parfois, parce qu'il y a des gens qui ont regardé des vidéos sur YouTube et tout ça, ils me connaissent, quoi. Mais ils sont toujours hyper respectueux. Ça m'est arrivé l'autre jour, c'était très drôle. On était à Pantin, dans une petite banlieue parisienne, quoi, en voiture. Et je vois 3 petits mômes, mais tout petits, hein, je sais pas quel âge ils avaient, 7-8 ans maximum, quoi, qui couraient après la voiture, ils disaient « Brigitte !» Alors je me dis, mince, c'est des enfants qui me connaissent. Et en plus, c'était en plein milieu de la rue, quoi. Alors du coup, je m'arrête, je dis oui, puis je regarde les mômes, je dis mais non, je les connais pas. Et le premier, qui était un peu plus gaillard que les 2 autres, fait ouais, on a tout regardé sur YouTube, on vous adore et tout ça. Mais c'était trop mignon. Alors d'abord, vous allez sur le trottoir. Et après, qu'est-ce que vous voulez? Un nuage magique. Alors, je fais un nuage magique en plein milieu du carrefour. Les gens ils regardaient, ils comprenaient rien. Ils disaient qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis après, je suis partie, quoi. Mais c'est drôle, mais c'est pas fréquent. Non, c'est pas fréquent parce qu'en plus, quand on double, on joue des rôles et qui parlent pas forcément comme nous. Ouais, moi, par exemple, Harry Potter, je parle pas comme lui. Lui, il a toute la misère du monde sur les épaules. Le monde va être détruit s'il n'arrive pas à tuer Voldemort. Et alors que moi, tout va bien dans ma vie. Et je me smile, tout est nickel. Donc je parle pas forcément comme lui. Donc
quand je me mets dans le contexte Harry Potter, là oui, on pourrait me reconnaître, mais c'est pas comme ça que je parle dans la vie. Et du coup, non, on me reconnaît pas dans la rue du tout. Sur des sessions de doublage qui durent sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, comme tu dis le cas d'Harry Potter, comment vous faites pour arriver à retrouver le bon ton? Parce que forcément, selon le personnage, vous allez adapter le ton, le phrasé, la manière de placer votre voix. Comment vous faites pour retrouver le bon que vous aviez fait la fois d'avant ou pour ne pas vous répéter? Il y a pire que ça, entre hein. plusieurs personnages. Dragon Ball, on a commencé en 1980. Tu fais 10 épisodes. Après, 6 mois plus tard, t'en fais les 10 autres. Après, 2 ans plus tard, t'en fais 4 autres. Après, toi, je veux dire, c'est hyper étalé. C'est pas comme quand vous regardez vous à la télé où que tout se suit. Nous, ça se suit pas du tout. Et du coup, il y a une méthode universelle ou alors est-ce que c'est... Le souvenir. Ouais, c'est vraiment le souvenir. En fait, je sais pas toi, mais quand tu vois un personnage, en fait, il t'inspire une voix, tu réfléchis. Enfin, moi, je réfléchis pas, je suis vraiment instinctive là-dessus. Et je sais pas, il y a peut-être des camarades d'ailleurs qui réfléchissent, qui cherchent. Moi, je plonge comme si je plongeais dans de l'eau, quoi, toi. Et je plonge dans le personnage, et il y a une voix qui sort. Et si c'est la bonne... Ouais, c'est vrai qu'en général, quand on voit le personnage, en fait, on sait déjà intérieurement comment il va parler, comment s'en sortir avec ce personnage. Et du coup, quand on le revoit, même 1 an plus tard, 2 ans plus tard, presque naturellement, on va retrouver la même voix, mais sans faire exprès, sans avoir réfléchi avant. Il y a la voix qui se remet dedans et tout. Surtout si tu as vécu une aventure avec lui. Toi, si c'est des petits personnages qui passent dans un dessin animé, tu sais, des fois où tu en fais 3-4. Tu fais 3-4 personnages et ils ont dit 3 phrases, tu fais « Ah, qu'est-ce que j'avais fait comme voix ?» Là, alors, tu sais, on se fait des petits mémos. Des petits mémos. Moi, maintenant, j'en fais sur mon téléphone. J'ai reçu un personnage, il va revenir, je me le mets, quoi. Mais sinon, au studio, ils te font des petits marqueurs pour ton forger, tout ce qu'on a fait. Non, mais oui, après, c'est vrai que surtout, des fois, on a plusieurs personnages en plus dans les séries. Et du coup, maintenant, grâce au numérique, on est capable de retrouver, si jamais on a besoin, un petit passage de ce qu'on avait fait avant. Et du coup, ça peut nous rappeler, nous le mettre à l'oreille. Ouais, c'est ça. Si jamais on a besoin. Mais c'est vrai qu'en général, on n'a pas vraiment besoin. C'est magique un peu. T'es inspiré, quoi. T'es aspiré, même, je dirais. La mémoire auditive qui reste... Oui, je sais même pas si elle est auditive, je pense qu'elle est plutôt visuelle, en fait. T'es balancé dans l'image. Parce que du coup, vous ne basez pas en fait sur la voix de l'acteur que vous doublez. Vous prenez vraiment le personnage... Ça dépend aussi, quand même. Ouais. Si. Mais Après, on ne fait pas d'imitation, c'est sûr. Non, justement. On ne cherche pas à imiter, mais après, enfin, moi, ce que j'écoute surtout sur le personnage que je double, c'est le rythme. C'est vraiment, moi, s'il y a quelque chose que je dois copier sur l'original, c'est son rythme. Essayer de trouver le rythme avec lequel il parle et tout. Et parce qu'après, même le ton, que ce soit par exemple en anglais, on ne peut pas dire avec le même ton, ce serait ridicule en français en fait. Si on sort exactement la même sonorité, eux ils ont un accent qui monte, qui chante, on ne peut pas faire ça. Donc il faut se baser surtout sur le rythme, à quel rythme ils parlent. Et à partir de là, on peut travailler et faire la voix. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir réussi à avoir une influence sur, imaginons une ligne de texte qui pour vous ne passe vraiment pas? Est-ce que vous avez déjà réussi à faire passer un changement? Oui, ça arrive très régulièrement. Oui, quand tu dis vraiment, je peux pas dire ça parce que ça va pas du tout avec mon personnage. On t'écoute en général. Sauf parfois, c'est blindé parce que ça a été lu, relu et archi-relu par la chaîne. Dans ce cas-là, tu fais ce qui est écrit, puis tu dis voilà, je vais faire une proposition, et tu fais ta proposition, et souvent ce que tu proposes est juste. Toi, le comédien connaît mieux la façon de parler de son personnage que le mec qui regarde la télé dans son bureau, quoi. En général, ça marche comme ça. En ce qui me concerne, j'ai fini mes questions, donc je vous propose à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, je vous passe le micro. Avec grand plaisir. Voilà. Soyez curieux, n'hésitez pas. Rebonjour du coup. Vous avez doublé aussi bien des personnages issus d'univers japonais, donc pour Brigitte, et toi américain plutôt. Est-ce que ça vous a un petit peu appris ces langues-là ou pas du tout? Alors moi je parle japonais couramment, pas du tout. Je suis hyper nulle. J'ai fait 8 ans d'anglais,
tu sais, mais ma génération m'apprenait des listes de mots. Alors, on faisait pas des phrases, on apprenait. J'ai beaucoup de vocabulaire d'anglais. J'ai fait travailler toute ma vie avec des versions anglaises. Je parle pas anglais du tout. Et japonais, alors encore moins. Et lorsque je suis allée au Japon, j'ai eu une interprète. Et en rentrant, je me suis dit, il faut que j'apprenne le japonais, etc. Je parle très bien français. Non, malheureusement, ouais, ça ne nous aide pas du tout à apprendre les langues. J'ai Dommage, doublé pas mal de séries allemandes aussi, mais je n'ai aucune notion de allemand. Zéro, donc non. C'est dommage, hein? Ce serait bien, mais non. Et c'est par flemme aussi. Hein. On n'est pas super courageux. Bonjour. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux gens qui critiquent très souvent les VF, notamment pour l'animation, comme on a pu le faire il y a 20 ans, avec, Ouais. je sais pas, Ken le Survivant par exemple? Je leur dis de venir dans les années 80, de se remettre dans le contexte des années 80, où, je te disais tout à l'heure, personne ne savait où était le Japon sur une carte, que souvent les dessins animés, genre Ken le Survivant, genre Vas-y Julie, on en a fait, avec Yves, J'aime la gym, le foot et tout ça, ça venait de chez Berlusconi en Italie. Donc on n'avait même pas la version japonaise, c'est-à-dire les gens qui disent la VO, la VO, la VO, la VO. Et ben nous, on n'avait pas la VO, voilà. On avait des espèces de trucs bizarrement traduits en italien qu'on nous balançait. Et les Italiens, eux, alors la synchro, ils en ont mais rien à faire. Mais alors strictement rien à faire. Alors nous, vous voyez ces dessins animés arriver avec les gens qui parlent à côté de la bouche, ou quand ils ne comprenaient pas un truc japonais, ben, ils disaient 2-3 fois la même chose. Toi, tu pouvais dire bonjour 3 fois. Bonjour, bonjour Julie, bonjour Julie, bonjour Julie. Voilà. C'est génial comme film. Hein. Et ben voilà, parce que le mec, il n'avait pas compris ce qui se passait juste après, quoi. Il lui demandait une question, tu vas à l'école aujourd'hui, ou il n'avait pas pipé, donc il disait bonjour Julie. Voilà. Et nous, on avait ces versions-là. Et donc, les gens qui ont écrit à l'époque, déjà, on ne devait pas leur donner beaucoup de temps. Parce qu'il y avait un débit terrible, hein. C'est l'époque de la 5, où les dessins animés passaient en boucle, oh là là, c'était de la folie. Que personne ne connaissait cette culture non plus, hein, aussi. Cette culture japonaise, avec le manga, il y avait 0 manga papier en France. Le mot manga n'existait pas dans notre vocabulaire, tu vois. Il faut se remettre tout ça. Et moi, je suis allée... par chance, au Japon, c'était en 1989, et là, j'ai découvert, je suis allée en disant, je ne prends même pas de pareille photo, ça doit être nul, tu vois, parce que pour moi, je voyais ce truc, je disais, oh, ça doit être nul, et en fait, je suis arrivée là-bas, oh, tout était merveilleux, j'ai dit, il faut que j'achète vite un appareil photo, et en fait, j'ai compris leur culture, j'ai rencontré mon homologue, on a parlé, ils m'ont montré le tombeau des Lucioles, où j'ai eu ah oui, une claque, une grande claque, une projection privée, et ils m'ont montré leur culture. Je suis allée inaugurer le musée Tezuka et tout ça, et d'un seul coup ça a été une révélation pour moi, en disant oh, en fait il y a toute une culture du dessin animé qui n'est pas la nôtre, c'est-à-dire que le dessin animé peut s'adresser aussi à des adultes, à des familles, et qu'ils ont plusieurs niveaux de discussion en fait avec le spectateur. Et c'est vrai que Ken le Survivant, c'était absolument pas pour des enfants de 8 ans, hein, on se le dit et on est d'accord. Mais du coup, que fait l'auteur qui se retrouve avec ça devant les yeux et qui dit « Demain, ça passe au Club Dorothée ». Tu vois, comment tu veux qu'il réagisse? Alors il a essayé d'écrire des trucs. Moi je me souviens pour Tortue Géniale, quand il sniffait les slips de Bulma et qu'il saignait du nez, on disait il collectionne les slips de bain. Bon, tu vois, mais qu'est-ce que tu voulais qu'on dise? Et on avait conscience que ça passait pour des petits gamins de 8 ans, mais on se disait on peut pas raconter n'importe quoi. Voilà. Et je pense que Ken, ils ont été au-delà du délire, mais en même temps ils se sont amusés. Personne ne regardait rien. Tu te rends compte? Moi je suis allée, mon mari qui est là, on est témoin, on me donne J'aime la gym,
qu'il y avait Théo la batte de la victoire, Vas-y Julie, etc. Un été. On me dit tiens, alors j'ai les bobines, tu sais, un truc de bobine comme ça. Hein. Tiens, fais-le pour l'été et puis à la rentrée ça passera. Donc je me dis, c'est sympa, toi. Du coup, on me demandait de diriger parce que personne ne connaissait rien au dessin animé, alors mon gars, encore moins. Ça n'intéressait mais personne. Quand tu penses que c'est racheté par Disney maintenant, ça te rend dingue. Et je suis allée voir la chaîne, la 5, en disant, mais vous voulez en faire quoi quel est votre désir parce que nous, c'était tellement loin de nos Disney, justement, de tout ce qui passait avant, qu'il fallait trouver un ton, quelque chose, quoi. Ils me disent, oh, mais tu fais vraiment ce que tu veux, quoi. Alors du coup, on a fait ce qu'on a voulu, on a été réellement complètement libre. J'ai fait des équipes de dessins animés magnifiques, on s'est vraiment super amusé, etc. J'ai essayé, et Yves qui est là, qui a écrit beaucoup de traductions, justement, qui venaient d'Italie, parce que lui il parle italien, et pas japonais. Du coup, a essayé de faire des traductions chouettes, mais des fois il manquait effectivement des morceaux de films, parce que les Italiens s'en foutaient total, quoi. Tout le monde s'en foutait, c'est bizarre, hein. Et ce qui fait que, par exemple, dans Vas-y Julie, il y a 2 petits robots, et nous on les a fait parler, alors qu'ils parlaient pas du tout en original, mais on savait pas. On se dit, ils parlent pas. On comprenait pas ce qu'ils disaient. Du coup, Yves, il les a fait parler, et c'est un peu grain de sel, ils disent des conneries, et c'est hyper amusant, quoi. Cette série, elle est chouette à regarder avec ce recul-là. Mais voilà, pour Cannes, c'est ça. Et pour les gens qui disent la VO, c'est mieux, qui viennent, alors aujourd'hui peut-être, mais parce qu'aujourd'hui on a le recul, etc., on a les versions japonaises, et encore, tu vois, sur Dragon Ball Super, et même sur Kai, on m'embêtait, par exemple, je pouvais plus faire le nuage magique. Je dis, mais attendez, c'est ce qu'on me demande le plus dans les conventions et tout ça. Ah ben non, mais c'est pas japonais. Je dis, ben non, mais on fait une version française. Alors, excusez-moi. Non, mais c'est pas possible. Alors j'ai réussi à me caser un ou deux. Mais, et pareil, sur Super, là, on a réussi à faire dire à Patrick nuage magique quand il appelle le nuage au lieu de, je sais plus quoi, je sais plus comment il s'appelle ce nuage en japonais. On va pas dire le nom japonais, c'est ridicule. On fait la version française. C'est dommage, quoi. Bon, voilà. Je suis bavarde, hein. Bonjour Brigitte. Alors, je voulais savoir comment vous faites pour faire le costume de Dragon Ball Z et tout. Alors ça, c'est une belle question. Alors moi, en fait, pour faire le costume, je rentre dans le costume parce qu'il est à ma taille. Je vais te dire. En fait, moi, je ne fais pas les dessins. Toi, c'est des dessins, en fait, hein, qui vivent. Mais c'est dommage parce que souvent j'ai des petits folios pour expliquer comment faire un dessin animé. Un dessin animé, tu vois, c'est plein de dessins qui sont à plat comme ça. Et en fait, pour 1 minute, on fait 26 images. Je sais pas si tu vois. Tu vois, donc on les passe très très vite. T'as déjà vu des fois, tu sais, t'as un petit bouquin puis tu fais. Oui, pardon, j'ai dit 1 minute. Non, pour 1 seconde. Donc tu sais, tu les passes très vite comme ça. Et en fait, tu vois le personnage bouger. Ben voilà, c'est fait comme ça. Et alors, il y a des dessinateurs qui font mon costume, qui le dessinent, etc. Mais moi, je ne fais rien. Moi, je ne lui donne que la voix. Et je le fais exister que par ma voix. Et les dessinateurs, eux, ils le font exister par leur dessin. Et à tous les deux, on arrive à faire quelque chose de vivant. Voilà, t'as compris ? Comment vous avez fait pour faire le premier Son-Goku? C'est une bonne question. Alors pour faire le premier Son-Goku, en fait, comme je ne connaissais pas cette culture japonaise, j'ai beaucoup écouté la version originale justement, où c'était Masako, je pense, les premiers. Et du coup, j'ai essayé de me caler sur ce qu'elle faisait. Et ça correspondait assez à ma façon de faire les enfants, etc. Je pense qu'on a une gémellité toutes les deux franco-japonaise.
Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand j'ai rencontré, c'est une petite bonne femme un peu plus grande que moi, mais à peine. Et elle a la même énergie, quoi, voilà. Oui. Vas-y. C'était lequel le premier livre qui existait au monde? Alors là, au monde. Yves, toi qui es cultivé, le premier livre qui a existé au monde, c'est lequel? Moi, je savais, le premier livre. C'est une Bible. Voilà, Yves t'a donné la réponse, c'est 1492, l'imprimerie, Gutenberg, et voilà, et le premier livre. Donc certainement une Bible quelconque. C'est pour Kélian, du coup Kélian. Pardon. Tu disais tout à l'heure que tu avais lu les livres Harry Potter avant du coup d'être sûr d'être au casting. Est-ce que cette lecture t'a un peu influencé dans la façon dont tu allais jouer le rôle après? Influencé, non je pense pas. J'ai passé le casting avant de lire les livres. Donc déjà de toute façon je pouvais plus y toucher à ce casting. Et après, non, après comme on disait, non, la lecture m'a pas influencé, c'est vraiment le personnage qui est devant moi, c'est comme disait Brigitte, c'est vraiment le visuel du personnage qui nous permet de parler comme lui parlerait en fait. Après c'est de l'instinct hein, un peu, mais donc je pense pas que ça m'ait influencé, mais par contre je lisais les livres. Donc après, parce qu'ils sortaient tous les 2 ans, je crois, les livres, quelque chose comme ça. Donc on les avait avant les films, évidemment. Et donc quand je lisais les livres, évidemment que moi, je m'imaginais toujours le film et comment j'allais pouvoir le jouer après. En lisant les livres, ça m'a un peu... voilà. Tous mes livres sont passés comme ça, du coup. Plus qu'une lecture d'un roman classique où on dévore le livre. Donc chaque scène, je m'imaginais, je vais peut-être pouvoir le jouer comme ça. Sans savoir si cette scène allait exister dans le film, d'ailleurs. Mais donc ouais, donc ça m'a pas influencé, mais c'est vrai que mais ça m'a travaillé quand je lisais les livres, forcément, ouais. Et il y a des livres où tu te dis c'est dommage l'adaptation, l'adaptation au cinéma, ils ont raté des trucs. J'aurais aimé plus développer tel moment. Ouais, oui, après, comme dans tous les livres qui sont adaptés, il y a beaucoup de scènes qui manquent. Où on se disait c'est dommage parce que celle-là, évidemment, je me la suis imaginée, donc ça pouvait... Tout le monde s'imagine évidemment quand on lit un livre, mais en disant ça pourrait bien donner, ça va être sympa à jouer, et effectivement quand on voit le film, cette scène n'existe pas. Et donc oui, malheureusement, ça arrive forcément. Oui. En fait, comment vous avez fait pour faire les cheveux de Sangoku? C'est la même question que ton frère, en fait. Ton cousin. En fait, moi, je fais rien au niveau graphique. Toi, moi, je fais que la voix. Et c'est effectivement grâce à une voix, un personnage de dessin animé existe. S'il n'y a que le dessin, ça marche pas. Mais s'il n'y a que la voix, ça peut marcher. On peut imaginer, mais on peut pas. Voilà. Et moi, en fait, mon métier, c'est de mettre ma voix sur un dessin. Tu vois ce que je veux dire? Le dessin et la voix. Ouais. Et ben voilà, ça donne un dessin animé. Voilà. Le dessin animé, il vit. Ah, mais un jour, il faudra que je vienne avec toute l'histoire du dessin animé et vous montrer comment on fait étape par étape. Non mais c'est vrai, c'est intéressant. Pour Brigitte, on se fait une petite idée des répliques qu'on te demande le plus. Oui. Pour Kélian, quelle est la réplique qu'on te redemande le plus? En fait, S'il y en a une. Ouais, Harry Potter, il n'a pas de phrase fétiche, à part, ou si on les sort. On me demande pas mal de sorts. Mais sinon, la phrase qui revient dans tous les films, qui revient dans beaucoup de films, c'est Voldemort est de retour. Et ça, donc du coup, j'utilise beaucoup cette phrase quand on me demande de faire fais-moi une petite partie. Donc je sors toujours le Voldemort est de retour. Parce qu'il doit le dire, je pense qu'il doit le dire dans quasiment tous les films.
Alors, il nous reste juste assez de temps pour présenter donc, le dernier épisode. Enfin, On passe un petit Ninou. Il y en a 40. Non mais c'est passé sur Canal et ça passe plus et parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Boulot, je crois, qui est passé. Et, voilà. Et donc j'espère qu'on aura une nouvelle vie pour Ninou après, mais comme ça vous connaîtrez. C'était vraiment chez McDonald's, au bord de la Loire, effectivement. Elle commençait à avoir un petit peu peur qu'on débarque avec tous les... Parce qu'ils avaient fait une charte où ils avaient marqué on ramasse tous les déchets de McDonald's et de ça. Et je lui ai dit, bah, j'arrive avec ma classe et on a tout ramassé. Elle commençait à flipper un peu. Quoi. Ouais, c'est ça, oui. Ils ont fait ils se sont engagés à ça. Quoi. En fait, ça marche moyen. Quoi. C'est tout le temps que nous avons pour cette conférence. Merci. Merci à vous d'être venus. Merci. On peut continuer à parler si vous avez des questions. N'hésitez pas. Merci.